Bien, bonjour et bienvenue à tous. Jeudi dernier, premier jour du Nouvel An chinois, je croyais pouvoir fêter en toute insouciance l'entrée dans l'année chinoise du lapin, mais entre-temps, le sort en a décidé autrement. Je vais donc devoir vous demander la plus grande indulgence pour ce dernier cours de l'année que j'ai bien cru ne pas pouvoir assurer, mais que j'ai dû préparer, je dois l'avouer, dans des conditions personnelles très difficiles. Il semblerait que l'année commence, cette année chinoise commence vraiment très mal. Je viens d'apprendre que l'un de nos technicien du collège a eu un infarctus hier, donc c'est vraiment une avalanche de mauvaises nouvelles. Bien, donc nous allons conclure donc aujourd'hui sur ce que nous avons fait cette année. Au cours des dernières semaines, nous avons examiné les trois formes que peut prendre, selon Fingeret, la magie qu'il croit voir au cœur de la relation humaine dont il est question dans les entretiens de Confucius, à savoir ce qu'il appelle ritual, le rite, gesture, le geste, et incantation, l'incantation ou la force du dire. Alors, la semaine dernière, c'est ce troisième aspect de la force du dire ou de l'incantation qui nous a occupés. Nous avons vu en effet le rapport qu'établit Fingeret entre, d'une part, les thèses du philosophe anglais J.L. Austin, présentées dans un livre paru en 1962, intitulé How to do things with words et traduit en français par Quand dire, c'est faire. Donc, des thèses de Austin qui portent sur ce qu'Austin appelle les performative utterances, c'est-à-dire les énoncés performatifs par opposition aux énoncés purement descriptifs ou constatif, comme il dit. Et donc, Fingeret établit ce lien entre ce que Austin dit à propos de ces énoncés performatifs et, d'autre part, donc, les effets performatifs du rite sous toutes ses formes, des plus banales, comme dire bonjour, ou dire oui, jusqu'au plus solennel et élaboré. Nous avons vu de manière un petit peu légère, enfin presque triviale, comment un simple bonjour peut être empreint d'empathie, de la même façon que nous avons vu comment un oui très banal peut se transformer en oui solennel qui engage toute la personne lors du rite du mariage, par exemple. Alors, c'est ainsi que Fingeret fait du langage une fonction qui est une fonction reconnue comme étant propre à l'humain. Donc, Fingeret fait du langage un des aspects, voire l'un des plus constitutifs, du rite ou de ce qu'il appelle le cérémoniel. Autrement dit, l'homme n'est pas seulement un animal social et politique, ceci on le sait depuis Aristote, c'est aussi et avant tout un être cérémoniel. Et cela, selon Fingeret, ce serait Confucius qui nous l'apprendrait. Alors, il est intéressant de noter que cette idée que l'on peut faire des choses
avec des mots ou agir par le dire, si bien illustré dans le passage des entretiens, livre 13, section 3, que nous avons lu la dernière fois, ce fameux passage sur la rectification des noms. Eh bien, cette idée a été reprise et développée tout récemment dans les travaux d'un chercheur chinois qui actuellement enseigne et fait sa carrière universitaire aux États-Unis, comme c'est le cas d'un nombre croissant d'universitaires chinois depuis la politique chinoise d'ouverture, c'est-à-dire depuis en gros les années 1980. Alors, il s'agit de Chinois de Chine continentale, de Chine populaire, qui ont fait leur formation doctorale, c'est-à-dire qui ont passé et obtenu leur thèse de PhD, comme on dit aux États-Unis, et qui sont désormais implantés professionnellement dans les universités américaines. Et leur nombre, qui a littéralement explosé dans les 2 dernières décennies, l'emporte maintenant largement sur celui des Chinois de Hong Kong et de Taïwan, dont la présence aux États-Unis était beaucoup plus ancienne. Alors, c'est ce phénomène que j'ai eu l'occasion d'appeler dans ma leçon inaugurale l'autoroute qui relie actuellement la Chine populaire et les États-Unis. Alors, le chercheur chinois qui nous intéresse plus particulièrement dans le contexte présent s'appelle Xiao Yang. Alors donc en transcription, ça s'écrit X-I-A-O, Xiao Yang, Y-A-N-G. Donc ce monsieur a d'abord été formé en Chine, en philosophie du langage, à l'Académie des sciences sociales de Chine. Et entre la fin des années 1980 et la fin des années 1990, donc dans cette décennie, il a fait de nombreux séjours d'études et de recherche dans le monde anglo-américain. D'abord à Oxford, où il a étudié auprès de Sir Peter Strawson, dont j'ai mentionné le nom récemment et que j'ai également connu lors de mon propre séjour à Oxford. Puis, donc, ce monsieur est parti aux États-Unis où il a donc obtenu son PhD. Et il est depuis 2003 Associate Professor of Philosophy à Kenyon College dans l'État de Ohio. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ce monsieur Xiao donc, a quelques articles publiés qui indiquent qu'il s'est donné pour tâche. Alors, tous ces articles sont publiés en anglais et dans des revues donc, anglo-saxonnes. Donc, ces articles indiquent qu'il s'est donné pour tâche d'appliquer au texte des entretiens de Confucius une méthode d'interprétation empruntée à la philosophie du langage. Alors, qu'il suffise pour l'instant de mentionner le titre des principaux de ces articles. Alors, en 2005, il a publié un article qui s'intitule The Pragmatic Turn, Articulating Communicative Practice in the Analects, c'est-à-dire donc le tournant pragmatique articuler la pratique communicative dans les entretiens. Un second article est paru l'année suivante, en 2006, et il s'intitule Reading the Analects with Davidson. C'est un article qui est paru dans un volume collectif consacré
à la philosophie de Donald Davidson et qui s'intitule donc Davidson's Philosophy and Chinese Philosophy, Constructive Engagement. Donc la philosophie de Davidson et la philosophie chinoise, un engagement ou on pourrait dire une alliance constructive. Et c'est un volume collectif qui a été donc coordonné par un certain Mo Po, autre universitaire chinois, qui a obtenu également son PhD aux États-Unis et qui fait actuellement carrière en Californie, dans une université californienne. Je continue donc sur les publications de M. Xiaoyang. Donc, en 2007, il publie donc un nouvel article qui s'intitule How Confucius Does Things with Words, Two Paradigms of Hermeneutic Practice in the Analects and its Exegesis. Comment Confucius fait des choses avec des mots. Là, vous reconnaîtrez donc une référence tout à fait explicite au titre du livre de J.L. Austin. Sous-titre de l'article, donc, deux paradigmes de la pratique herméneutique dans les entretiens et leurs exégèses. Alors, je voulais simplement donc vous signaler ces publications sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce type d'interprétation, où, comme nos collègues chinois installés aux États-Unis préfèrent dire herméneutique, parce que probablement ça fait plus chic. Donc sur ce type d'herméneutique, nous aurons l'occasion d'y revenir l'année prochaine en abordant l'étude approfondie de certains passages problématiques des entretiens. Mais je tenais quand même à vous signaler justement d'abord l'existence de ces publications et d'autre part vous parler justement de la façon dont cette mondialisation qui passe par l'Amérique est en train maintenant de revenir vers la Chine. Alors, ainsi comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises, par son approche inspirée du pragmatisme américain et de la philosophie analytique anglo-américaine, le petit livre de Fingeret a véritablement révolutionné la lecture des entretiens et a ainsi ouvert une nouvelle ère de l'universalisation de Confucius, nouvelle par rapport à la première ère ouverte par les missionnaires à partir des XVIIe, XVIIIe siècles et qui nous a occupés l'année dernière. Après donc une ère d'universalisation européenne de Confucius, qui aura duré près de 3 siècles, nous sommes maintenant engagés depuis les années de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis une 60aine d'années, dans une ère d'universalisation anglo-américaine qui a commencé, comme on l'a vu, dans le sillage de l'humanisme européen, avec notamment donc, le livre de Hurley Glessner ou de H.G. Creel, paru au lendemain de la guerre et qui, comme on l'a vu, s'intitulait originellement Confucius, the Man and the Myth, Confucius, l'homme et le mythe, et qui s'est rebaptisé donc Confucius and the Chinese Way, Confucius et la voie chinoise, de 1949. Mais donc, on a vu que cette universalisation anglo-américaine de l'après-guerre s'est poursuivie dans une perspective plus spécifiquement américaine, donc avec le livre de Fingeret, paru en 1972, et qui, on vient de le voir, atteint maintenant les universitaires chinois
par le biais de leurs contacts étroits, voire leur insertion dans les institutions académiques américaines. Alors, depuis la parution du livre de Fingerette, donc Confucius, The Secular as Sacred, la plupart des lectures américaines, et donc maintenant sino-américaines, des entretiens, du moins celles qui nourrissent une prétention philosophique, portent peu ou prou la marque de Fingerette, avec pour conséquence notoire un intérêt grandissant, encore observable aujourd'hui, pour l'aspect ritualiste de la culture chinoise. Actuellement, les sinologues américains, purs et durs, s'intéressent de plus en plus justement à l'aspect donc ritualiste de la civilisation chinoise. Et je crois savoir donc que le professeur Michael Lowy, qui lui n'est pas américain mais tout ce qui est de plus anglais, va vous parler justement de certains aspects de cette culture ritualiste. Alors, au premier rang des héritiers de Fingerette, on trouve incontestablement, en première ligne, le nom de Roger Ames, ou plutôt des binômes qu'il a formés successivement avec nombre de spécialistes dans divers domaines, alors notamment avec un philosophe de métier comme David Hall, ou depuis le décès donc, de David Hall en 2001, avec par exemple un théoricien de la pensée politique comme Henry Rosemont Jr. Alors, pendant une bonne dizaine d'années, en gros entre la fin des années 1980 et la fin des années 90, période qui se trouve justement coïncider avec la politique d'ouverture chinoise que j'évoquais à l'instant, la collaboration étroite entre Roger Ames et David Hall a produit une quantité assez considérable de livres écrits à deux, permettant de combiner leurs compétences complémentaires. En effet, vous avez d'une part les compétences principalement sinologiques de Roger Ames, qui s'est d'abord fait connaître par des travaux classiquement sinologiques, par exemple sur le Sunzi, c'est-à-dire le traité de l'art de la guerre de Maître Sun au début des années 90, et sur la pensée politique en Chine ancienne, avec un livre intitulé The Art of Rulership, c'est-à-dire l'art du gouvernement, un livre daté de 1994. Et donc Roger Ames est quelqu'un qui a effectué la majeure partie de sa carrière universitaire au département de philosophie de l'université de Hawaï. Alors Hawaï, je vous rappelle que c'est un archipel d'îles au beau milieu du Pacifique qui a été donc le théâtre de combats acharnés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est devenu le 50e État des États-Unis après la guerre, d'où son importance cruciale dans la stratégie militaire et géopolitique américaine dans la zone Asie-Pacifique. Donc, si on peut se permettre de transposer les choses sur le plan intellectuel, on pourrait dire que Roger Ames a, de manière analogue, joué un rôle stratégique en étant notamment rédacteur en chef de la revue Philosophy East and West, c'est-à-dire donc philosophie Est et Ouest, fondée après la guerre en 1951 et consacrée à des travaux de comparaison entre, comme son nom l'indique, philosophie orientale et occidentale. Alors, Roger Ames, bien qu'étant lui-même dans un département de philosophie et non pas de sinologie ou d'études orientales, s'est associé
à un philosophe de profession, donc David Hall, qui lui a fait sa carrière comme professeur au département de philosophie à l'université du Texas à El Paso, et qui s'est défini comme philosophe pragmatiste, influencé notamment par Whitehead et Rorty. Alors, le résultat le plus marquant de la collaboration entre Ames et Hall a été une trilogie qui a porté donc sur une dizaine d'années. D'abord, le premier titre, c'est Thinking Through Confucius, Penser à travers Confucius de 1987, suivi de Anticipating China, Thinking Through the Narratives of Chinese and Western Culture. Donc, anticiper la Chine, penser à travers les récits des cultures chinoises et occidentales, de 1995. Et enfin, troisième volet de la trilogie, Thinking from the Han, Self, Truth and Transcendence in Chinese and Western Culture. Donc, penser à partir des Han, le soi, la vérité et la transcendance dans les cultures chinoises et occidentales. Excusez le peu du programme. Hein, bon. Daté de 1998. Alors, l'ouvrage qui nous intéresse le plus directement est donc le premier de cette trilogie, à savoir Thinking Through Confucius. Alors, il est intéressant de noter avant tout que ce livre a été écrit et conçu à la fois donc pour un public anglo-européen. Là, nos auteurs ne doutent pas qu'un ouvrage écrit en anglais puisse être largement lu également en Europe. Mais il a été également écrit pour un public chinois, ce que les auteurs appellent native Chinese, probablement dans leur esprit par opposition à American-born Chinese, c'est-à-dire donc les Américains sont habitués justement à indiquer donc les origines communautaires ou ethniques de leurs citoyens. Alors vous avez les African-born ou les gens d'origine africaine ou les gens d'origine asiatique. Donc quand ils disent native Chinese, ils parlent donc d'un public chinois sinophone. Et de fait, le livre a été traduit en chinois quelques années plus tard, donc à Pékin en 2005, sous le titre Tongguo Kongzi er Si, c'est-à-dire donc penser donc à travers Tongguo Kongzi, à travers Maître Kong. Alors, dans ce livre, Hall et Ames commencent par constater que les premières traductions des entretiens, ainsi que d'autres textes classiques chinois, ces traductions que j'ai appelées génériquement les traductions de missionnaires, que ces traductions, je les cite, approchaient les textes originaux à partir d'un questionnement plutôt naïf, souvent inspiré de la théologie. Et donc, selon eux, il est nécessaire et urgent d'abord de déconstruire ce que, justement, ces premières interprétations et ces premières traductions, disons, de missionnaires, nous avons vu qu'elles ont commencé avec les jésuites au XVIIe siècle, mais elles se sont poursuivies tout au long du XIXe siècle et même à l'aube du XXe siècle, nous avons encore des traductions justement de missionnaires un petit peu dans toutes les grandes langues européennes. Nous avons vu l'année dernière justement
les traductions de Couvreur en français, de Legge en anglais ou de Wilhelm en allemand. Donc, ces traductions, selon Hall and Ames, ont laissé leur marque dans la façon dont nous approchons justement ces textes chinois et notamment donc les entretiens. Et selon eux, nous avons, je les cite, nous avons maintenant atteint un stade où la traduction de textes philosophiques chinois doit se faire de manière délibérément philosophique, c'est-à-dire in a self-consciously philosophic manner. D'où donc la justification de leur entreprise de combiner leurs compétences respectives de sinologues et de philosophes pour lire, traduire et interpréter ces textes venus donc de l'Antiquité chinoise. Alors donc eux ont quand même l'honnêteté de s'y mettre à deux. Nous avons certains disons spécialistes en qui nous trouvons deux en un en quelque sorte, qui se proclament à la fois sinologues et philosophes. Donc là, ce sont un philosophe et un sinologue donc, qui travaillent à deux, ce qui est légèrement différent. Alors, Hall and Ames commence par un hommage appuyé à Fingeret, dont ils disent partager la visée, même si ils ne sont pas en accord avec lui sur tous les plans. Alors, je les cite de nouveau. Ils disent vouloir contester la compréhension des entretiens de Confucius comme un simple reliquaire, un simple thésaurus, si vous voulez, ils disent en anglais a repository. Donc, ils veulent contester cette compréhension des entretiens comme un simple thésaurus de normes éthiques culturellement spécifiques aux origines et au développement de la culture chinoise classique. Autrement dit, pour eux, les entretiens, ça n'est pas un musée des antiquités chinoises. Et ça n'est pas non plus, quelque chose qui est, comme ils disent, culture bound, c'est-à-dire donc qui serait confiné et qui ne vaudrait que pour la culture chinoise. Au contraire, ce qu'ils veulent faire, et je continue à les citer, c'est promouvoir la pertinence de sa vision, l'actualité de sa vision, comme participant potentiel au débat philosophique actuel. Donc, en cela, Hall and Ames sont exactement sur la même longueur d'onde que Fingeret. Alors, ils nous expliquent ensuite ce qu'ils entendent par thinking through Confucius. Nous pourrions penser que ce qu'ils entendent par là, c'est au fond reconstruire une espèce de pensée originelle, authentique de Confucius, c'est-à-dire au fond, nous reconstruire ce que Confucius a vraiment pensé. Alors, ils nous préviennent tout de suite contre ce genre de malentendu en nous disant ceci, je cite, « Nous ne prétendons pas avoir réalisé une reconstruction in situ de la pensée de Confucius. Ce que nous défendons plutôt, c'est l'idée que l'image la plus exacte de Confucius peut être obtenue si nous rejetons la possibilité d'une telle reconstruction
Et si nous essayons au contraire un changement, alors là ils emploient une métaphore photographique, un changement de lentille et une mise au point, une focalisation, de manière à clarifier notre vision de Confucius à partir de notre perspective présente. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver ma fameuse métaphore à moi, justement, des lunettes. Depuis que je vous parle dans cet amphithéâtre, je vous entretiens régulièrement, justement, de mon obsession avec les lunettes. Les lunettes à travers lesquelles nous lisons les entretiens. Et là, nous retrouvons, en fait, d'une certaine manière, cette métaphore des lunettes, qui est transposée sur le mode photographique. Il s'agit donc, en fait, de changer donc l'objectif et d'opérer une mise au point qui n'est possible, selon Hall and Ames, que si l'on se situe délibérément à partir donc d'une perspective et de problématiques présentes, contemporaines. Alors, dans cette forme de démarche, Hall and Ames assume, je parle de Hall and Ames, enfin comme si je parlais de Laurel et Hardy, mais enfin bon. Donc, ils assument pleinement donc le caractère parfaitement anhistorique de leur méthode, qui, selon leurs propres termes, relève de la philosophie comparée et qui prend le parti d'envisager les textes chinois, comme je viens de le dire, à partir de problématiques contemporaines. Et donc, ils devancent leur critique potentielle en qualifiant eux-mêmes leur démarche de cross-cultural anachronism, c'est-à-dire d'anachronisme interculturel ou transculturel. Et donc, il justifie donc cette démarche délibérément anhistorique, cet anachronisme transculturel, en disant ceci: nous nous sommes efforcés de comprendre la pensée de Confucius en recourant à des problèmes issus de la culture philosophique de l'Occident contemporain, problèmes que Confucius, cela se peut très bien, n'a jamais pris en compte explicitement. Alors, fin de la citation. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas là un risque de faire dire à Confucius ce qu'il n'a jamais dit? Là, enfin, de dire oui, enfin, nous reconstruisons ce qu'a pensé Confucius, mais qu'il n'a peut-être pas dit explicitement. Bon, alors là, est-ce que vous percevez comme moi, disons, l'aspect problématique de la chose? Alors, Roger Ames a poursuivi son travail avec donc un autre partenaire, si j'ose dire, que j'ai nommé précédemment, à savoir Henry Rosemont Jr., pour livrer donc une traduction philosophique des entretiens de Confucius. Donc, The Analects of Confucius, a Philosophical Translation, donc, qui date de 1998. Alors, cette traduction philosophique, le terme philosophique est pleinement assumé, exauce en quelque sorte un vœu implicitement formulé par Fingeret en 1972. Fingeret disait « No modern translation of the Analects has been done by a Westerner who is a professional philosopher ». Donc il disait, dans les années 70, il n'y a aucune traduction moderne des entretiens qui ait été faite
par un occidental qui soit un philosophe professionnel. Eh bien, donc, on peut estimer que voilà chose faite, du moins en anglais. Alors, je dois dire que moi qui ai fait un compte-rendu assez critique donc, de cette traduction, vous devinez que j'ai quelques réserves sur ce travail. Alors, nous avons donc dans l'entreprise Hall and Ames, ou Hall and Rosemont, ou Hall and whoever, donc une expérience en ce qu'ils appellent un dialogue expérimental en philosophie comparée, qui, selon moi, n'échappe pas, loin de là, à la tentation essentialiste d'opposer un Occident doté d'une logique causale et transcendante à une Chine privilégiant les corrélations immanentes. Alors, cette opposition entre la transcendance et l'immanence, nous avons entendu ça ici en France aussi. Alors, Hall and Ames prétendent retrouver donc la vérité de Confucius par une approche herméneutique. Si vous parlez le sino-américain, maintenant, c'est plus interprétation, c'est herméneutique. Donc, une approche herméneutique du texte pris comme un tout homogène et cohérent, qui met quelque peu entre parenthèses sa nature composite et évolutive dans le temps. Alors, dans leur premier livre, justement, dans Thinking Through Confucius, on trouve déjà cette idée, qui sera développée dans leurs publications ultérieures, que penser à travers Confucius, ou penser par Confucius, plutôt que sur Confucius, permet de renouveler la philosophie. Là aussi, nous avons entendu ça en France, renouveler la philosophie en s'émancipant de la tradition européenne. Et alors là, nous allons plutôt dans un sens américain plutôt que français. Donc il s'agit de s'émanciper de la tradition philosophique européenne pour retrouver, selon Hall et Ames, ou selon Hall, Ames et Rosemont, le fond pragmatique de la philosophie américaine, représenté notamment par la pensée de Dewey, John Dewey. Donc, l'idée de Hall, Ames et Rosemont de faire converger le confucianisme avec le pragmatisme américain à la Dewey trouve son développement dans un ouvrage un peu plus récent qui date de 1999 et qui est intitulé The Democracy of the Dead, Dewey, Confucius and the Hope for Democracy in China. Donc, la démocratie des morts, ça c'est une allusion justement à Dewey. Donc, le sous-titre c'est Dewey, Confucius et l'espoir de la démocratie en Chine. Nous aurons là aussi l'occasion de revenir donc sur les thèses principales de cet ouvrage. Alors, ce qu'il importe de retenir pour l'instant de tout ce que nous avons développé cette année, c'est que l'approche pragmatique anglo-américaine a certes permis de sortir du jugement de valeur peu valorisant porté sur la tradition intellectuelle chinoise par la philosophie européenne, surtout depuis Hegel, et a permis donc d'intégrer cette tradition chinoise dans des débats philosophiques en cours, même si la définition de la philosophie elle-même est extrêmement différente, c'est le moins qu'on puisse dire, de part et d'autre de l'Atlantique. Donc on avait déjà noté la semaine dernière le fossé infranchissable qu'il y avait encore quelques décennies entre les deux côtés de la Manche,
alors a fortiori entre les deux côtés de l'Atlantique. Alors, le problème, et il est de taille, et c'est un problème qui est malheureusement inhérent à la démarche de ces philosophes américains, qui sont certes portés par les meilleures intentions du monde, puisqu'ils se proposent de convier les auteurs chinois, les textes chinois anciens, à la table du banquet philosophique. Mais le problème, c'est qu'ils aboutissent à un résultat qu'ils n'avaient sans doute ni prévu ni escompté, mais qu'ils semblent assumer pour le moment sans sourciller, sans trop broncher. C'est que ce problème, c'est que ils finissent par faire le jeu d'un certain discours officiel en Chine continentale actuelle, un discours qui est propre à l'actuel, on pourrait dire mainstream pour employer un terme américain, donc de l'actuel mainstream idéologique, le courant donc dominant idéologique actuel, qui consiste, comme nous l'avons vu au tout début de ce cours, à promouvoir le confucianisme comme expression par excellence du soft power, du pouvoir, de la puissance en douceur. Là, nous avons encore un bel oxymore dont sont spécialistes justement ces idéologues chinois, donc du soft power, de la nouvelle politique chinoise de conquête du monde, en douceur. Alors, vous voudrez bien m'expliquer comment on peut exercer une domination et exercer une puissance en douceur. Bon. Sous couvert donc de réappropriation de la tradition culturelle, autrement appelée donc en chinois guoxue, étude nationale. Alors, ces scholars, ces universitaires américains, donc sont bien sûr remplis de bonnes intentions et ont des visées tout à fait louables, mais ce que l'on constate, c'est qu'ils ont l'oreille des élites, voire des sphères dirigeantes de Chine continentale, et ils en sont arrivés à exercer sur ces élites une influence certaine, pour ne pas dire plus, et qui est d'autant plus chargée d'autorité qu'elle est d'origine occidentale. Nous noterons par exemple que des représentants, ou même on pourrait dire des leaders, enfin des têtes de proue du Boston Confucianism, c'est-à-dire du confucianisme de Boston, dont nous parlions donc au début de ce cours. Alors le Boston Confucianism, je vous rappelle en deux mots de quoi il s'agit. Alors il s'agit en fait d'un groupe d'universitaires donc qui exercent dans des universités près de Boston et notamment Harvard, autour de la figure charismatique de Tu Weiming, donc qui est un universitaire donc sino-américain qui a fait sa carrière donc aux États-Unis et qui a donc rallié à sa cause, c'est-à-dire la cause d'une sorte de prophétisation du néo-confucianisme comme espoir pour l'humanité à venir. C'est pas pour rien que Tu Weiming est fils de pasteur, donc que Tu Weiming a rassemblé autour de lui justement des universitaires américains, dont certains, comme Robert Neville, font partie de la faculté de théologie de l'université de Boston. Donc là, nous avons en fait une sorte d'évangélisation confucéenne, donc qui se fait à partir de Boston, qui a lancé cette formule justement du portable Confucianism, c'est-à-dire donc du confucianisme portable, c'est-à-dire du confucianisme qui peut justement
s'universaliser, qui n'est pas justement culture-bound, qui n'est pas spécifique à la culture chinoise, mais qui a un message prophétique qui peut être universalisé. Alors donc, nous remarquerons que certains représentants justement de ce Boston Confucianism, ainsi que donc Roger Ames, dont je viens de parler, ont à leur manière participé à la préparation des Jeux olympiques de Pékin de 2008 en donnant une série de conférences tout juste avant dans le grand hall du peuple, le Laminta Huitrang, donc sur les rapports entre confucianisme et esprit olympique. Et actuellement, et là je vous donne les dernières nouvelles, donc ces mêmes Américains ou Sino-Américains sont impliqués jusqu'au sourcil donc dans les activités de quelque chose de tout nouveau qui vient de sortir. Il s'agit du Nishan Forum on World Civilizations, en chinois donc le Nishan Luantan. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un événement majeur d'échange culturel et universitaire international, on pourrait même dire mondial, tenu sur le lieu, je m'empresse de préciser, supposé, mais ça ils ne le disent pas, le lieu de naissance de Confucius, non loin de la ville de Qufu, qui était jusqu'alors donc la Mecque, on pourrait dire, le centre, si vous voulez, des activités confucéennes. Qufu qui est connu pour être le siège de la résidence des descendants supposés, eux également, de Confucius. Alors, petit commentaire donc sur ce nom de Nishan. Ni est une référence à l'appellation de Confucius, Zhongni, et le Nishan, c'est-à-dire donc la montagne, là il s'agit plutôt d'une colline, comme vous verrez. La colline de Ni est elle-même une allusion au nom personnel de Confucius, à savoir Qiu, qui veut dire donc un monticule, qui désigne un monticule. Donc tout ça, nous y reviendrons l'année prochaine pour justement démonter tous ces éléments biographiques ou pseudo-biographiques concernant Confucius. Mais donc, vous avez ici le nom de Confucius en chinois, donc Kongzi, maître Kong. Kongqiu, c'est son nom personnel, Qiu, c'est son nom personnel, et Zhongni, c'est son appellation. Donc, vous avez donc dans la désignation de ce forum mondial une allusion donc au nom de Confucius. Alors, le propos affiché de ce forum est de promouvoir donc le dialogue entre les civilisations du monde, comme le dit le titre en anglais, de promouvoir les échanges culturels entre la Chine et le reste du monde. Bon, enfin, là vous voyez, notez un petit peu le renversement. Avant, c'était l'Occident et le reste. Maintenant, la Chine renverse la perspective, donc c'est de bonne guerre, chacun son tour, entre la Chine et le reste du monde, et pour promouvoir donc la construction d'un monde harmonieux. Alors là, nous retrouvons ce mot clé qui revient absolument toutes les 2 minutes dans tous les médias chinois actuellement. On vous bassine à coups de Hexie, de Hexie Shehui, de société d'harmonie. Bon. Donc là, soyez prévenus, donc cette société d'harmonie va bientôt gagner les rives de l'Europe. Bon. Alors, le premier forum donc, de Nishan qui s'est tenu donc, en septembre de l'année dernière, septembre 2010, c'est tout récent donc, a été consacré
au dialogue entre confucianisme et christianisme, centré sur le thème l'harmonie dans la diversité pour un monde harmonieux. Bon, alors là, dans la même phrase, vous avez 2 fois le mot harmonie. Bien. Alors, il s'agit de toute évidence de faire du confucianisme un égal du christianisme et d'étendre, comme je le disais tout à l'heure, le slogan préféré des dirigeants chinois actuels de société harmonieuse, de l'étendre à l'échelle mondiale. Bon, très logiquement, ils se sont dit, bon, bah, le christianisme l'a bien fait, pourquoi ça ne vaudrait pas aussi pour le confucianisme. Et alors, donc, je vais... Non, c'est pas ça, rassurez-vous, c'est pas Merleau-Ponty. Oui, alors là, voilà, ça, je vous montre au passage, donc, comment est-ce que je peux obtenir, donc, là, voilà. Oui, bien, là, je ne suis pas encore très habituée. Là, c'est toute la galerie de photos. Oui, je vous montre au passage quand même la photo de J.L. Austin, hein, donc philosophe britannique, et là, la photo de Roger Ames, philosophe américain. Là, vous voyez que ce n'est pas tout à fait le même physique. Donc, ici, nous avons Henry Rosemont Jr., le monsieur Shaw, dont je vous parlais tout à l'heure, lui aussi, donc philosophe très souriant, comme vous pouvez voir. Et donc ici, nous avons les débats d'ouverture donc de ce forum de Nishan. Donc là, je vous montre donc voyez un petit peu ici. Vous voyez derrière la caméra. Alors tout se passe évidemment devant les caméras de télévision, et vous voyez ici plus clairement donc le logo donc de ce forum de Nishan. Et je ne sais pas quelle impression ça vous fait, mais moi je trouve que ça ressemble vaguement à un logo olympique. Hein. Donc là nous avons l'impression que après donc l'entrée de la Chine à l'OMC, après les Jeux olympiques de Pékin, et nous avons ici en fait en fait un autre volet, si vous voulez, donc de l'extension du soft power chinois, hein, que Confucius, le pauvre, est chargé de prendre en charge. Hein, donc tout le volet, on pourrait dire, disons, culturello spirituel. Bien. Alors, vous avez donc une photo de groupe de tous les gens présents, la signature, alors là, d'une déclaration d'harmonie. Hein, là, vous avez une déclaration d'harmonie qui est quelque part entre, si j'avais eu le temps, je vous l'aurais lu, mais je n'ai plus le temps, mais vous trouverez tout cela sur le site donc, de ce forum. Donc cette déclaration d'harmonie est à mi-chemin entre une sorte de profession de foi et la déclaration des droits de l'homme, en quelque sorte. Donc on a une sorte de déclaration des droits de l'homme bis. Hein. Donc la Chine essaye comment dire, de doubler le prix Nobel, elle essaye de doubler la déclaration des droits de l'homme. Hein. Donc elle propose un plan B, en quelque sorte. Hein. Bien. Alors, nous avons ici la photo, là aussi très souriante, de l'artisan principal donc, de ce forum de Nishan, donc un monsieur Xu Jialu, né en 1937, ancien membre de l'Assemblée du peuple, comme il se doit, parce qu'il a quand même réussi à obtenir des millions de renminbi pour ce projet. On se demande comment il l'aurait fait s'il n'avait pas des connexions politiques très importantes, et qui est donc à l'origine de ce projet. Vous verrez que c'est quelqu'un qui sait très très bien sourire,
Vous voyez, là on le voit à côté de son homologue américain, toujours tout sourire. Là aussi, il ne fait peut-être pas aussi bien que le Dalai Lama, mais presque. Et donc à côté, vous voyez, ils sont main dans la main. Vous avez donc, là vous avez l'homologue américain qui s'appelle, enfin l'homologue, qui s'appelle Robert Schuller, et qui est, lui, né en 1926, qui est à la retraite depuis 2006, donc les Chinois sont allés le chercher dans sa retraite, qui a fait une carrière extrêmement, réussie, de pasteur de la Reformed Church of America, donc l'Église réformée d'Amérique, un télévangéliste extrêmement médiatique, fondateur de sa propre cathédrale, la Crystal Cathedral, en Californie, et qui a très longtemps donc occupé un créneau télévisuel tous les dimanches en diffusant justement son office à la Crystal Cathedral dans une émission qui est tout un programme qui s'appelle The Hour of Power, c'est-à-dire l'heure de la puissance. Alors, donc, autour de ces deux keynote speakers, c'est-à-dire présentateurs principaux, ceux qui littéralement donnent le là, le keynote, on a vu défiler donc une étrange compagnie d'universitaires ou pseudo-universitaires chinois et occidentaux, dont beaucoup d'Américains et quelques-uns de nos collègues européens, parmi lesquels donc des têtes bien connues, comme Yu Tan, Madame Yu Tan, donc cette experte en communication, dont le livre sur les entretiens, comme vous savez, est un best-seller. On a même cru bon de le traduire en français. Certains éditeurs font vraiment des choix très curieux. Et si vous étiez là lors de ma première année de cours, vous vous souvenez sans doute de cette dame. Et vous vous souvenez peut-être aussi que ce livre a été qualifié en Chine par ses détracteurs de bouillon de poulet pour l'âme, Xinling de Jitang. Mais aussi, bien sûr, des gens qu'on attendait, évidemment, dans ce genre de circonstances, donc des Sino-Américains comme Tu Heming, que je viens d'évoquer tout à l'heure, et qui se retrouvent actuellement en Chine populaire à promouvoir en costume traditionnel sur la télévision chinoise les instituts Confucius et la glorieuse culture chinoise plurimillénaire. Donc, si vous regardez un petit peu la télévision chinoise, vous verrez Tu Heming assez souvent. Et donc, voilà, au premier rang des Américains, nous retrouvons bien sûr Roger Ames et Henry Rosemont, qui, je me permets de vous le signaler parce qu'il est peut-être encore temps de vous inscrire, propose donc une université d'été donc à Nishan en juillet prochain. Donc, alors, de toute évidence, ce site de Nishan a pour objectif de construire de toutes pièces une religion confucéenne destinée à, et passez-moi l'expression, mais j'en trouve pas d'autre, destinée à damer le pion à la religion chrétienne. Et j'aime mieux vous dire que tout y est. On a véritablement pensé à tout. Alors, là, vous voyez, enfin, vous avez donc les activités universitaires donc, de ce forum, et vous voyez donc Monsieur Xu Jialu ici au premier rang, à côté de Roger Ames et certains collègues occidentaux venus du monde entier. Bien, alors, donc, vous voyez, là, nous sommes sur la route, passablement déserte pour l'instant. Donc de ce site de Nishan, vous avez l'indication ici. Donc, j'arrive pas à le montrer.
Donc, vous voyez par là que vous avez ici sur ce panneau d'indication, donc, excusez-moi, je joue un petit peu les prolongations, mais je voudrais absolument en finir. J'en ai plus pour très longtemps, rassurez-vous. Donc, ce panneau d'indication, c'est un panneau, d'ailleurs, qui est légèrement inspiré des nôtres, qui indique un site touristique. Donc là, nous combinons tout, c'est-à-dire donc un site, comment dire, culturel, un lieu de pèlerinage religieux, comment dire, un site de rencontre universitaire, un lieu de savoir, et également donc un site touristique. Alors, voilà. Alors voici donc la Nishan en question, c'est-à-dire là, vous voyez, c'est pas véritablement une montagne, c'est une colline. Alors, versé à son crédit, il faut dire que le site est très beau. Alors là, ce qui est un petit peu dommage, c'est de penser aux hordes de touristes et de pèlerins qui vont passablement le gâcher. Donc, si nous nous approchons, là, vous voyez ici, donc, dans une espèce de trou, là, au bas de la colline. Et donc, ici, nous voyons, donc, avec l'indication qui est à l'entrée de cette espèce de trou, mais qui n'est même pas un trou naturel. Vous voyez que ce sont des pierres qu'on a accumulées autour. L'inscription vous dit la grotte du maître. Alors bon, moi quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bon. Et alors on apprend que c'est là qu'on a fixé le lieu de naissance de Confucius. Et je pense que l'idée qu'il y a derrière, c'est que on a voulu en faire une sorte de Bethléem, une sorte de crèche de la nouvelle foi confucéenne. Il manque juste le bœuf et l'âne. Et donc, si nous nous approchons, voilà, donc là, vous voyez ce trou qui est là littéralement construit de toutes pièces. Alors, voilà, alors là, nous avons ce lieu de pèlerinage qui est maintenant défini. Et à côté, nous avons un lieu sacré qui est donc le temple de Confucius, le Krongmyo, qui va donc recevoir les pèlerins. Et à côté de ce temple de Confucius, nous avons, comme c'était la tradition dans la Chine impériale, une école pour la diffusion des classiques et de l'enseignement confucéen, un Shuyuan, qui, je pense, a été conçu sur le modèle non avoué des Shuyuan ou académies ou Soon, comme on dit coréens. Parce que les Coréens, eux, ont maintenu cette tradition et je pense que les Chinois maintenant se tournent beaucoup vers la Corée du Sud pour justement retrouver donc ce genre d'héritage patrimonial. Là, vous avez la cour donc de cette académie. Et on a même demandé donc à un musicien chinois de composer spécialement un hymne de Nishan. Donc en anglais, ça donne Nishan Carol, j'imagine par référence aux Christmas Carols, c'est-à-dire au chant de Noël. Bon. Et un ode à Confucius qui est composé donc à partir de citations des entretiens. Mais alors, si vous craignez une seule seconde que nous avons été laissés de côté, rassurez-vous, cette mondialisation de Confucius, qui rassemble en un même monde rayonnant d'harmonie la Chine et l'Amérique, a également touché le sol français. Dans un événement qui a précédé donc ce premier forum de Nishan au tout début septembre 2010. C'est quelque chose qui s'est passé donc à l'UNESCO, sous le patronage de l'UNESCO, et qui a été intitulé la Semaine culturelle Confucius, qui s'est donc déroulée ici même à Paris. C'est un événement qui a été co-organisé
par les ministères de la Culture et de l'Éducation de la Chine populaire et par l'UNESCO, qui, je vous le rappelle, est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Alors, l'événement portait sur 5 jours et comprenait donc une exposition sur la vie et l'œuvre de Confucius. Deuxièmement, une conférence donnée par un monsieur Krong Xianglin, donc qui est censé être descendant de Confucius à la 75e génération, hein, comme si c'était un fait vérifiable, et beaucoup plus certainement vice-recteur de l'Institut Confucius. Et en troisième lieu, vous aviez pour le même prix donc un spectacle de danse et de musique inspiré par Confucius et son époque, par une troupe d'artistes du Shandong, donc la province, la terre natale de Confucius. Alors, vous voyez donc sur cette photo que la France est bien représentée par notre ex-ministre, monsieur Jean-Pierre Raffarin, hein, qui est maintenant devenu le grand ami de la Chine, enfin c'est un peu le monsieur Chine en France, et qui, heureusement pour nous, en fait, a déclaré très bien connaître l'enseignement de Confucius et savoir ainsi que le confucianisme donne la priorité à l'harmonie. Donc là, je termine sur un feu d'artifice. Donc là, c'est le spectacle en question. C'est un spectacle qui rappelait fortement donc celui que j'ai vu moi-même de mes propres yeux donc à Tufo il y a quelques années. Hein. Donc, vous voyez, donc là nous avons l'évocation de l'époque de Confucius à travers donc ces danseuses. Bien, alors pour conclure. Nous conclurons donc sur les ambiguïtés de cette deuxième mondialisation de Confucius, qui donc passe par l'Amérique et revient indirectement maintenant à la Chine. Alors, cette mondialisation s'accompagne bien sûr d'une autre manière de proposer une lecture philosophique des entretiens à partir d'une autre manière d'envisager l'exercice philosophique, c'est-à-dire non plus à partir d'une perspective ontologique ou métaphysique, mais à partir de l'approche pragmatique anglo-américaine. Mais, comme je viens de le montrer, on perçoit le danger de récupération idéologique et politique d'un tel phénomène. Or, pour moi, et je vais tâcher de vous le montrer donc, en reprenant nos travaux l'année prochaine, le seul moyen de parer à ce danger est de réinjecter de l'historicité dans les débats philosophiques. Donc à partir du jeudi 1er décembre prochain, si le Bouddha me prête une autre vie, nous entamerons donc le 4e et dernier volet de nos revisites de Confucius, en abordant les problèmes liés au texte lui-même, c'est-à-dire donc des problèmes d'histoire textuelle, d'authenticité du texte, de réalité historique de la figure de Confucius, parce que je crois qu'il y en a un grand besoin. Autant de problèmes d'ailleurs qui sont revenus au jour, c'est le cas de le dire, notamment avec les importantes découvertes archéologiques des dernières décennies, qui ont jeté sur des textes supposés bien connus, comme les entretiens, une lumière tout à fait nouvelle, mais qui ont aussi suscité donc, des questionnements nouveaux. Alors, d'ici le 1er décembre, nous aurons peut-être l'occasion, si vous le voulez bien, de nous revoir dès cet après-midi à 14h30 lors de la conférence du professeur Michael Lowy de l'Université de Cambridge, qui nous parlera des Confucian Values and Practices in Han China, donc des valeurs et pratiques confucéennes entre guillemets, il insiste beaucoup sur les guillemets, dans la Chine des Han. Ensuite, le 28 février et le mercredi 2 mars, nous aurons 2 conférences
du professeur Martin Kern de l'université de Princeton. Et enfin, donc, le jeudi 23 et le vendredi 24 juin, je dois organiser, donc, ici même au Collège de France, un colloque international sur un texte confucéen de la première importance qui s'intitule donc La Grande Étude. Donc, vous trouverez tous les détails donc, sur ma page web du site internet du Collège de France. Et donc, merci encore une fois à vous de votre fidélité, de la qualité de votre écoute, de votre attention, et à bientôt, du moins je l'espère.